Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Thiebaud, cofondateur de la marque de surf engagée Nomads Surfing. Nicolas me partage son parcours et le fameux déclic en surfant sur une plage en Asie du Sud-Est, du plastique partout dans l'eau. Alors pourquoi je dis engagé ? Nomads Surfing crée des surfs, des accessoires, des vêtements éco-responsables. Ils soutiennent des associations financièrement en reversant 5% de leurs ventes et organisent des événements pour sensibiliser à la préservation de l'océan auprès de toutes et tous. Dans cet épisode, on parle de la création de l'entreprise, de ses réussites, du documentaire Nomade sur Netflix, des Ocean Days, des associations soutenues ou encore de l'Arche, un écosystème où est installée l'équipe avec 4 autres entreprises engagées. Un épisode qui fait du bien et donne clairement envie d'aller surfer, responsablement évidemment. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Nico. Salut. Merci de me recevoir au showroom. Bienvenue. Déjà pour commencer. Exactement, bienvenue à notre showroom au 182 rue Achard. Yes, très bien. Donc merci de me recevoir ici et je vais te laisser te présenter pour commencer tout simplement. Alors moi je suis Nicolas, un des cofondateurs de Nomads Surfing, donc marque de surf éco-responsable basée à Bordeaux, dont le siège est au 130 rue Achard à Bacalan, quartier un peu isolé de Bordeaux, mais très sympathique en tout cas. Voilà, je suis un Bordelais pure souche. J'ai grandi à Saint-Médard-en-Jalles, voilà, pas très loin de l'océan, sur la route de l'océan, même si j'ai mis beaucoup de temps à y aller parce que famille nombreuse, 5 frères et sœurs, donc une maman qui nous amenait tous les 5, peur d'en perdre un à l'océan, donc on allait plus souvent au lac. Ok. Donc voilà, et puis derrière, moi j'ai fait mon lycée à Bordeaux, Kedge Bordeaux, école de commerce, master achat, toujours sur Bordeaux. Et la première fois où je suis vraiment parti de ma ville, c'est en allant à Toulouse pour mon stage de fin d'études chez Airbus. Gros déplacement. Exactement, là c'était pour moi un nouvel environnement. Et puis derrière, je me suis expatrié en Malaisie où j'ai rencontré après Thomas et Basile et on y reviendra. Carrément. Avant de lancer Nomad Surfing en 2018. Très bien, on va revenir sur tout ça. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Je voulais faire pompier. Ok. Je voulais faire pompier, mais je voulais pas combattre le feu. Je voulais être dans les camions et juste conduire les camions et doubler tout le monde avec la sirène. Voilà, ça a toujours été un rêve. Et c'est le souvenir que j'en garde actuellement. Mais ouais, je voulais faire chauffeur de camion de pompier. Ok, Voilà. original. Et donc Tout à après, fait. ça a évolué petit à petit au fil des années, j'imagine. Comme tu l'as dit, tu as fait Kedge, donc tu as fait le lycée, etc. Tu as fait Kedge. Est-ce que là, au moment où tu rentres dans une école de commerce, moi aussi j'ai fait l'IESEG pour le coup, donc un peu plus au nord, Ouais. est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire après ? Aucune idée. Ouais. Non, c'est vrai que c'est des programmes qui sont très généralistes. Alors moi, Qui a ses avantages et ses inconvénients. Pour Tout le à coup. fait, exactement. On m'a toujours dit petit que j'étais quelqu'un quand même de hyper à l'aise, très bavard, avec cette fibre un peu commerciale, mais qui ne me parlait pas, parce que je ne sais pas trop ce que ça voulait dire. Par contre, c'est à partir du moment où je me suis spécialisé. Après, j'ai une famille, on est 5 frères et sœurs, je suis le numéro 4. Tout le monde avait fait une école de commerce. Mes parents sortaient de Audencia également, Nantes, tous ouais. les deux. Ok. Donc on avait quand même cette fibre familiale très orientée commerce. Ouais. C'est en faisant mon master spécialisé dans les achats où là je me suis dit voilà, acheteur c'est vraiment un métier qui me plaît. J'avais pesé le pour, le contre par rapport à tout ce qui existait. Et c'est quelque chose qui me correspondait le plus. Donc voilà. Très bien. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu commences à bosser. Alors, tu as fait, mais j'imagine plutôt en stage acheteur chez Cultura plus chez Cdiscount.
j'ai toujours envie de dire Cdiscount, mais ça va pas. Et après, chez Airbus, pendant un peu plus de 4 ans. Exactement, ouais. À Toulouse, qu'est-ce qui te mène dans l'aérospatial pour le coup? Alors c'est rigolo parce qu'à l'époque, bonne question, j'avais le choix sur mon stage de fin d'études à partir à Pau ou partir à Toulouse chez Airbus. Okay. C'est le handball qui a fait que je suis parti à Toulouse parce que je connaissais du monde à Toulouse, que j'étais passionné par ce sport-là. J'étais à la fois joueur, entraîneur, arbitre. Ah donc oui, tu étais vraiment investi là-dedans, quoi. Exactement. Génial. Donc je suis parti à Toulouse pour le handball. C'était vraiment ce qui a fait que j'ai choisi Airbus à Toulouse. C'était pas forcément l'entreprise, mais c'est vraiment le sport. Exactement, le sport. Et donc après, je suis parti là-bas. J'ai fait mon stage de fin d'études directement dans l'entreprise que j'ai intégré en suivant en CDD avant de m'expatrier en VIE en Malaisie à Kuala Lumpur. Donc, mais j'étais pas un féru passionné d'aéronautique. Par contre, j'ai appris à apprécier ce secteur qui aujourd'hui fait quand même polémique. Mais en tout cas, à l'époque, on est en 2010, je viens d'être diplômé. J'étais très content de rejoindre cette entreprise qui reste malgré tout en termes de confort de travail exceptionnel. Ouais. J'imagine. Je vais un tout petit peu sur le handball, parce que dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière, pour les gens qui nous écoutent, j'ai reçu Jean-Luc Rochat, qui a fait du handball à haut niveau, pour le coup, quand il était plus jeune. Toi, ça pouvait l'être? Est-ce que tu y as pensé à un moment donné? Alors, j'aurais pu être... Alors non, ça fait très prétentieux, j'aurais pas pu l'être parce que j'étais trop feignant. Ok. J'étais vraiment j'étais pas assez motivé et pas assez travailleur pour justement pour être joueur de haut niveau. Ouais. Par contre, j'ai été entraîneur d'une jeune génération qui sont aujourd'hui des joueurs de haut niveau, donc des moins 18 championnats de France, on est allé jusqu'en demi-finale, etc. Donc entraîneur me plaisait, par contre joueur, non, j'étais pas assez assidu et assez dur avec moi-même pour être sportif de haut niveau. Après j'étais gaucher, il y en a moins, donc ça aurait pu être... Voilà, j'y repense toujours, je me dis qu'est-ce que ça aurait donné si je m'étais mis à fond, mais voilà. Okay. Et pareil, le côté entraîneur, t'as pas voulu développer, devenir le Oniesta français? Non, alors je l'ai côtoyé parce qu'il est toulousain, donc moi j'étais à Toulouse et on était dans le même club. Ouais. Donc j'ai bien côtoyé Claude et toute sa famille d'ailleurs. Donc ça a pu m'intéresser à un moment donné, mais j'ai vite compris que pour percer dans le milieu du sport et du handball, c'était quand même assez compliqué. Il fallait faire des diplômes, s'investir à 200%, etc. Et à côté de ça, j'avais déjà commencé ma carrière chez Airbus, donc assez compliqué. Ouais. Ok. Tu l'as dit tout à l'heure, après donc Airbus, tu pars en Malaisie, à Kuala Lumpur. Qu'est-ce qui t'emmène là-bas? Qu'est-ce qui m'amène là-bas? Pareil, j'avais le choix entre les États-Unis ou partir en Asie du Sud-Est. Deux choix bien différents en plus pour le coup. Exactement, c'était soit Washington, Airbus à Washington, soit Kuala Lumpur. J'ai pesé le pour et le contre et je pense que c'est le dépaysement, l'aventure. J'avais jamais mis les pieds en Asie avant. C'est cette volonté d'explorer des nouveaux horizons, d'aller voir quelque chose de nouveau qui m'a attiré. C'était pas facile les premiers mois. Je suis parti, j'avais 23-24 ans, je connaissais personne. J'étais un niveau d'anglais proche d'un élève qui sort d'école de commerce, donc assez bas. Et ça a été aussi compliqué au début. Les premiers mois ont été très difficiles. Et puis au bout de 4 ans, au bout de 2 ans, je me suis dit j'ai envie de rester. Et je suis resté 4 ans. Et au bout de 4 ans, si je rentre pas, je rentrerai jamais. Donc voilà. Ouais, parce que effectivement, tu es resté 4 ans. Donc tu as fait 2 ans sur place chez Airbus, après 2 ans dans une autre boîte. Exactement, ouais. J'étais recruté donc à la fin de mon VIE. Airbus à l'époque était en pleine restructuration. Ça devenait, c'était EADS, moi j'étais chez EADS là-bas. Ça devenait Airbus Group, donc pas mal de changements. On m'a proposé d'aller en Chine, à Harbin. Donc il faut savoir que Harbin c'est à la frontière avec la Russie et 8 mois de l'année il fait moins 30 degrés. Alors t'as pas entre Kuala Lumpur et ça, sachant que je venais de Kuala Lumpur où c'est quand même l'été, les vacances toute l'année. Ouais. Voilà, et entre-temps, on m'a proposé d'ouvrir le bureau régional pour un sous-traitant d'Airbus dans les matériaux, les matières premières. Et donc, j'étais directeur, en tout cas, j'ai ouvert le bureau régional sur toute l'Asie du Sud-Est pour Paris-Saint-Denis Aéro, qui est une jeune entreprise, en tout cas une PME française sous-traitant d'Airbus. Ouais. Ok. Et là-bas, tu es dans les achats à chaque fois. Alors là, tu as la partie développement aussi, de ce que je comprends. Ouais. Alors chez Airbus, j'étais vraiment au sourcing. Donc
une des facettes de l'acheteur, donc être capable de trouver des nouveaux fournisseurs et de s'approvisionner chez des nouveaux fournisseurs. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que je faisais de la veille sur tous les pays d'Asie du Sud-Est, de la Thaïlande, Philippines, Vietnam, etc. Donc ça, c'était très cool. Et après, en arrivant chez Paris Saint-Denis Aéro, là, je suis passé plutôt sur une casquette commerciale où justement, j'étais en charge d'ouvrir le pays, de trouver des nouveaux clients. Donc j'avais plus ce côté achat, un petit peu, on va dire, parce qu'on achetait de la matière première. Mais j'étais surtout sur une casquette de développement du pays, donc trouver des nouveaux clients principalement, avec beaucoup de déplacements à l'époque. Mais c'était une super expérience parce qu'au final j'étais quand même à 12 heures de vol du siège, tout seul dans un pays, à gérer une zone. Parce que je ne gérais pas que l'Asie du Sud-Est, il y avait aussi un petit peu la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Ah mais ça commençait à faire un beau cercle sur la carte là. Exactement. C'était un métier qui était en tout cas passionnant parce que on compte pas ses heures. Et puis aujourd'hui, la filiale existe et tourne toujours, donc je suis content d'être aux prémices de quelque chose de sympathique au sein de cette structure. Ouais. Donc 4 ans en Malaisie quand même, t'en retiens quoi? Parce que tu l'as dit au début, compliqué. Tu t'habitues au fur et à mesure, nouvelle culture, nouvelle façon de fonctionner, j'imagine. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est, je pense, l'expérience de vie la plus forte que j'ai jamais vécue. Parce qu'il y a eu des moments de doute, parce qu'il y a eu des moments durs, mais surtout, il y a eu des très belles rencontres. On se rend compte pour tous les gens qui ont été expatriés à un moment donné, quand on est jeune et qu'on arrive dans ce pays-là, les accroches qu'on va avoir vont être avec des gens du même niveau social, avec la même énergie et les mêmes attentes. Donc je me suis fait très vite des nouveaux amis qui sont aujourd'hui des amis, j'espère en tout cas pour toujours, mais j'ai noué des amitiés très fortes. Ça a été aussi un moment de ma vie d'exploration, un peu de tout, de nouvelles cultures, de nourriture, de langue, parce que j'avais la chance d'habiter donc en Malaisie et Kuala Lumpur est le hub de AirAsia, compagnie low cost. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui j'en suis pas fier, mais on parle d'une autre époque, comme si j'étais vieux, mais au final c'est pas si vieux que ça, 2013. Mais il y a 10 ans, on parlait pas d'empreinte carbone et de pollution à travers l'aviation. Et donc ça nous permettait de partir tous les week-ends au Vietnam, aux Philippines, en Indonésie, à Hong Kong, de faire des vacances en Birmanie, d'aller en Australie, et donc d'explorer vraiment différentes cultures. Ça m'a vraiment nourri et vraiment enrichi. J'en retiens une expérience professionnelle hyper importante parce que pareil, être représentant pour Airbus dans un pays comme ça, c'était quand même exceptionnel. Des rencontres, pas tous les jours qu'on peut rencontrer le Premier ministre français, de serrer la main au président malaisien ou de faire ce genre de rencontres même dans le business. J'ai fait les fameux 14 juillet de l'ambassade, quand on parle de... Les soirées de l'ambassadeur et les Ferrero, c'est exactement ça aussi qu'on découvre. Donc ça a été vraiment une expérience très forte humainement et qui restera gravée à toujours et puis qui m'a amené à me construire aussi personnellement pour devenir ce que je suis aujourd'hui, qui m'a amené à me dire que j'étais prêt à entreprendre parce qu'au final, d'une certaine façon, quand j'étais chez Paris Saint-Denis Aéro ou même chez Airbus, j'avais les clés de quelque chose de grand, mais avec la sécurité de l'entreprise au-dessus de moi et d'une structure. Et une certaine liberté. Et une certaine liberté à la fois. En fait, c'était ça qui était hyper intéressant, c'est que j'étais libre dans ce que je faisais, mais d'un côté avec la structure et la sécurité autour. Et donc, quand j'y repense, et ça je le dis souvent, c'est que j'ai l'impression d'avoir toute ma vie toujours travaillé tout seul. C'est-à-dire que alors, à part chez Airbus à Toulouse où j'étais dans des équipes, etc. Mais chez Airbus en Malaisie, j'étais tout seul. Mon chef était en Allemagne. Paris Saint-Denis, pareil. Ensuite, j'ai travaillé, on en parlera peut-être après, pour une boîte américaine. Et là, j'étais tout seul. Puis après, Nomads au début, on est deux. Mais j'ai toujours eu ce côté-là. D'indépendant, d'autonomie. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une expérience inoubliable et j'aime à le répéter parce qu'aujourd'hui, on a une équipe de petits jeunes alternants qui ont rejoint l'équipe Nomad Surfing. C'est de leur dire, partez à la découverte du monde en fait. La France est très belle et on s'en rend compte en voyageant. On se rend compte de la chance qu'on a de vivre, en tout cas dans le pays dans lequel on est. Mais pour le comprendre, il faut partir, il faut s'ouvrir l'esprit. Et donc voilà, donc je ne regrette pas en tout cas cette expatriation. Ouais. Yes. Mais justement, j'y reviendrai après là-dessus parce que je me demande souvent, est-ce qu'on est obligé d'avoir
faire un long voyage ou pas pour avoir un déclic tu vois, je pense à Victoria Guillaumont qui a le podcast Nouvel Oeil, que je cite souvent sur le bonbon, mais qui était parti en Inde et c'est ce voyage en Inde qui a fait un déclic. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu, nous ça va parce qu'on a eu la chance de voyager, mais pour ceux qui ont 10 ans, 15 ans de moins que nous, de se dire, en fait, on me dit de plus prendre l'avion et en même temps, c'est des voyages à l'autre bout du monde qui font changer la vision des choses et qui font aussi se rendre compte qu'on est hyper chanceux d'être en France. Tout à fait, ouais. T'as un peu les deux choses qui s'opposent. C'est un dilemme un peu c'est toujours le dilemme et on l'aura toujours et dans tous nos choix de vie, dans tous les cas, c'est la complexité de la chose. Moi, je suis pas tout noir, tout blanc. Je pense que chacun le voit comme il le souhaite, mais en tout cas, voilà, chacun fait les choix qu'il veut. Moi, j'invite toujours, parce que c'est trop simple, une fois l'avoir fait, de dire vous ne le ferez pas. Et, donc plutôt inciter quand même malgré tout à faire un grand voyage et une fois qu'on y est... Voilà, un grand voyage, une expérience de vie, quelque chose qui puisse amener à... Et moi, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à créer Nomad Surfing, parce que ma prise de conscience avec Thomas et Basile a été les plages de détritus en Asie. Donc, et est-ce que si j'étais resté à Bordeaux, alors le littoral aquitain, je le connais bien, est-ce que j'aurais eu cette prise de conscience-là? Est-ce que j'aurais créé ce que je suis en train de créer avec mes associés et mes amis? Voilà, je ne sais pas. Complètement. Justement, j'allais aller là-dessus. Avant de rentrer là-bas, tu rencontres tes deux associés avec qui tu as créé Nomad Surfing, pardon, je mets des S partout. Le déclic, il a lieu sur place, c'est ça? Exactement, ouais. Est-ce que tu surfais déjà à ce moment-là? Est-ce que tu t'es mis au surf là-bas ou pas encore? Je surfautais. Voilà. J'ai commencé comme tout le monde. À partir du moment où j'ai eu le permis à 18 ans à Bordeaux, j'allais avec ma Renault 5 à la Cano et au Porge. J'ai commencé par du bodyboard. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça va, le body c'est cool, mais je vois les surfeurs sur une planche debout, je me dis c'est encore mieux. Ouais. Mais c'est encore plus ingrat. Et donc j'ai acheté ma première planche. J'ai fait la même erreur que tout le monde. J'ai acheté une planche trop petite. Parce qu'ils avaient tous des petites planches. Donc je me suis dit, c'est trop bien d'avoir une petite planche, je vais m'en acheter une. Mais j'étais incapable de me lever dessus. Et donc j'ai acheté une planche un peu plus grande et j'ai commencé à surfer vraiment à Bordeaux 2-3 ans avant de partir en Malaisie. Et donc c'est là-bas que j'ai rencontré Thomas, donc, un de mes associés qui lui était expatrié également pour un grand groupe français. Ouais. Et Thomas, lui, était ami d'école d'ingénieur avec Basile. Et il nous a fait nous rencontrer. Ce qui est rigolo, la petite histoire, c'est que Basile était déjà en Malaisie avant que nous on y soit, quelques mois avant nous, parce qu'il faisait un stage justement dans une boîte malaisienne. Et lui, au même moment, était expatrié aux Philippines. Donc on n'était pas loin. Moi, je le connaissais pas, Thomas le connaissait. C'est qu'après, quand je suis rentré en France, que j'ai rencontré Basile. Mais j'ai vraiment rencontré là-bas. Et le déclic donc, s'est fait en fait de nos aventures et de nos week-ends, comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que le surf en Asie est quand même hyper accessible. On n'a pas les mêmes contraintes qu'en France. Alors la contrainte, c'était de se rendre sur le lieu de surf, que ce soit Bali, souvent l'Indonésie, les Philippines et un petit peu la Malaisie. Après, ce qui nous a vraiment marqué là-bas, quand on allait justement faire ces surf trips à répétition avec mes amis, c'était de se dire, ok, là il y a un problème. C'est-à-dire qu'on est en train de surfer, et l'océan littéralement est recouvert de plastique. Alors les plages, n'en parlons pas, mais ce qui m'avait le plus frappé, c'est une session de surf à Lombok, où là j'étais en train de ramer et je me suis dit, mais en fait à chaque coup de rame, je ramasse du plastique et je ramasse du plastique. Et donc c'est un peu de cette vision-là d'être littéralement dans un océan de plastique que je me suis dit, il y a un vrai problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire En plus, j'étais avec Thomas lors de ce surf trip. Et donc on s'est posé la question et c'est un peu de cette prise de conscience que Basile lui avait eue parce qu'il était déjà venu en Malaisie, qu'il a beaucoup surfé également en Indo et aux Philippines. On s'est dit voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et l'industrie du surf y participe, y contribue d'une certaine façon. Et donc c'est de cette prise de conscience-là, visuelle, physique, j'ai envie de dire, parce qu'on touchait le plastique, qu'on s'est dit voilà, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On avait peut-être fait aussi le tour de notre job respectif, et donc c'est pour ça qu'on a créé Nomads. Ouais. Et est-ce que vous avez échangé avec des locaux? Est-ce que sur place, eux, comment ils alors c'était il y a quelques années, bien sûr, mais
comment eux le vivent aussi en fait. Ouais, Est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils ont envie de se bouger? Comment... On a vachement discuté avec les locaux et depuis mon départ de Malaisie en 2017, j'y suis retourné pour mon boulot précédent parce que je travaillais donc pour des Américains et j'étais responsable de l'Asie du Sud-Est, donc je revoyageais et je suis beaucoup retourné en Asie. Et c'est vrai que pour eux, le plastique a eu ce côté à une certaine époque. C'est ce qui remplaçait la feuille de bananier. C'est un truc tout con, mais quand à l'époque on mettait du riz ou les petits sachets, etc., tout était dans des emballages naturels. Les gros industriels sont venus avec. Il y a beaucoup d'emballages à usage unique. Les petites doses de café, les petits bonbons pour les offrandes, des petits verres d'eau en plastique. C'est même pas des bouteilles, des petits verres d'eau à usage unique. Et donc le plastique a été pour eux une révolution, en tout cas, dans la façon de consommer. C'est des pays qui sont en pleine explosion. On parle de l'Indonésie qui est quand même c'est 250 millions d'habitants, 17 000 îles. Et en fait, la problématique en soi n'est pas le plastique, c'est le fait qu'on est sur des îles où chaque rivière se jette directement dans l'océan. Donc c'est pour ça que l'Indonésie est le premier pollueur aujourd'hui au monde quand on parle de déchets plastiques déversés directement dans l'océan. Et c'est cette problématique-là qui nous a choqués. Et en discutant avec eux, il y a 10 ans, c'était c'est cool le plastique, ils n'en avaient pas conscience en fait, parce que hyper pratique. Par contre, 10 ans plus tard, et on était en Indonésie en 2020 pendant le Covid avec Thomas, et là il y a eu une réelle prise de conscience. Je pense que ça a été beaucoup plus médiatisé aussi, que ce soit à l'image du gouvernement et ces images de Bali en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui c'est des gens et des populations qui vivent énormément du tourisme. Et de voir ces images ultra négatives de leur île et qui sont des îles paradisiaques aux yeux de 6 milliards ou 7 milliards, je ne sais pas combien on est, montrer que en fait, c'est pollué, c'est énormément de plastique. Et ça, ils en ont pris conscience dernièrement et je trouve ça génial parce qu'il y a de plus en plus d'associations qui s'engagent, beaucoup de locaux qui commencent à prendre conscience que c'est désastreux, que ce soit à la fois pour eux, pour les écosystèmes, pour l'image. Et donc, nous, on le voit parce qu'on est baigné dedans dans notre actualité, dans notre milieu, le surf, l'océan, etc. On voit qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je vois des grosses ONG comme Sungai Watch, ils sont 3 Français, franco-américains, qui mettent des barrières pour retenir tous les déchets, etc. Donc non, c'est cool et on se rend compte que même les locaux sont hyper attentifs à ça et commencent à entreprendre des clean-up réguliers, à essayer de consommer moins de plastique, mais ça c'est compliqué parce qu'on leur propose que ça. Donc voilà, mais on voit un vrai changement et une réelle évolution et ça c'est très cool. Ouais. Tu reviens en 2017 par ici, Exactement. Tu l'as dit, pour bosser pour une boîte américaine. Pourquoi revenir? Parce qu'on m'avait toujours dit que si tu passes le cap des 4 ans, tu ne reviendras jamais. Et c'est vrai, c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai, mais on me l'a répété tellement de fois, les gens autour de moi que j'ai rencontrés souvent en Malaisie, etc. Et moi, j'étais quand même hyper famille, hyper Bordeaux. Et en fait, je me suis dit, si je reste plus de 4 ans, j'avais cette opportunité, j'aurais pu rester. Je me suis dit, merde, je vais plus jamais rentrer. Pas en étant bloqué, mais en me disant en fait je vais créer ma vie là-bas mais je suis tonton, j'ai des grands-parents qui vieillissent, etc. Et donc j'ai fait ce choix à un moment de rentrer sur Bordeaux. J'ai une proposition intéressante pour travailler pour cette boîte américaine. J'ai hésité longuement parce que c'est vrai qu'en fait la vie là-bas était quand même est très douce. On a cette sensation d'être un peu en vacances toute l'année avec le climat, mais au final je pense avoir fait le bon choix et je suis très content d'être rentré. Ouais. Et donc tu rentres de chez Busby Metals. Exactement, Busby Metals. Busby Metals en 2017 et c'est aussi à ce moment-là qu'en parallèle le projet quand même prend forme. Comment tu gères les deux entre le fait d'être en entreprise et de lancer Nomads Surfing avec tes potes? En fait, donc en 2017, moi je rentre en février, je finis avec ma boîte précédente, donc avec Paris Saint-Denis Aéro, vers mars-avril, et Busby, au final, je ne signe chez eux qu'à partir de novembre. Et entre-temps, quand je rentre, on avait déjà discuté avec Thomas de ce projet de créer une entreprise, une marque de surf. Et c'est à ce moment-là, en février ou en mars, je ne sais plus, que je rencontre Basile. Et donc tous les trois, on se rencontre pour la première fois en physique. Et on se dit, les mecs, on a le même constat, on a vu ce qui se passait en Indo, Basile est aux Philippines, Thomas en Malaisie, moi je suis rentré en France.
est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui a du sens et apporter des solutions aux surfeurs? Il y a déjà quelques initiatives qui existent, mais c'est hyper restreint. Et donc, au final, on décide cette année-là, pendant 6 mois, donc moi je suis au chômage, de réfléchir à ce projet. Donc on commence à comment on crée une entreprise, on fait un business plan, on commence à regarder ce qui existe, on fait des études de marché. Et c'est en septembre, au final 2017, qu'on crée concrètement Nomad Surfing. Et en octobre, moi je commence mon travail pour Busby, pour les Américains. Ouais. Donc, sauf que je suis le seul en France et c'est le début de l'aventure. Donc il y a toutes les démarches administratives, trouver un comptable, ouvrir un compte en banque, déposer des statuts, rédiger des statuts, une marque, une INPI, etc. Gérer les produits parce que Basile, qui faisait la R&D, commençait déjà à développer les produits. Donc ça a commencé, comme toute histoire, j'ai envie de dire, dans un garage. J'avais un grand garage, j'avais l'avantage d'avoir un grand garage, donc les premières planches de surf sont stockées chez moi. Ouais. Et au début, c'était vraiment une aventure qui était soirée-week-end, que ce soit pour Basile, Thomas et moi, parce que on avait le temps qu'on avait à consacrer à la marque. Donc on a commencé à activer les réseaux sociaux, à créer un logo, à créer ce genre de choses. Au final, on y consacrait le temps qu'on pouvait. C'était une double charge de travail parce qu'au final, la journée, j'avais mon travail pour les Américains et le soir et le week-end, il fallait passer du temps à essayer de développer la marque. Donc, et puis de fil en aiguille, au bout d'un moment, on a fait la bascule et on a tout lâché. Ouais. La fameuse bascule. Et vous partez avec quoi en tête au début? L'idée, c'était de se dire, aujourd'hui, l'industrie du surf, on avait fait quelques études et on s'était rendu compte que tout ce qu'on pouvait trouver, que ce soit chez Decathlon ou dans les surf shops, 95% ça vient d'Asie. Et 95% c'est de la fabrication à partir de l'industrie pétrochimique, donc des résines, que ce soit le néoprène, que ce soit les ailerons, tous les accessoires du surfeur. Et on s'est dit, voilà, il n'y a aucune alternative éco-responsable qui existe sur le marché. On est en 2017, donc bien avant le Covid aussi. Ça, je tiens à le rappeler parce que souvent on oublie qu'il y a eu un changement, il y a eu un avant et un après Covid, assez flagrant en tout cas dans l'industrie du surf. Ouais, dans la vie en général. Dans la vie en général, c'est vrai. En ce moment, souvent, même j'en parlais la semaine dernière, tu as un peu avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, avant Covid, après Covid. Exactement. C'est quand tu parles des projets, des gens que tu as croisés, tout. Enfin, bon, c'est exactement. Rigolo. Et donc voilà, et donc nous en 2017, on s'est dit, il n'y a rien qui existe ou très peu d'initiatives. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, concrètement, essayer de réfléchir à prendre tous les accessoires du surfeur, parce qu'on voulait créer une marque de surf, on est passionné par l'océan, par le surf, par ce milieu-là. Et donc c'est en réfléchissant comme ça qu'on s'est dit, mes deux associés sont ingénieurs, maintenant... moi je les vendrai, mais à vous de les concevoir. Et puis en fait on a réfléchi comme ça, on a pris chaque accessoire du surfeur, on a commencé par la planche, puis après les ailerons, et on s'est dit est-ce qu'on peut l'éco-concevoir, c'est-à-dire que aujourd'hui une planche c'est tel matériau, le leash c'est tel matériau, est-ce qu'on peut déjà le fabriquer localement? Donc c'était aussi ça, c'était de se dire je veux réindustrialiser des process qui sont faits en Asie pour les faire en France ou en Europe, et puis ok, maintenant on sait qu'on est capable de le faire en France et en Europe. Comment je peux utiliser des matériaux alternatifs? Quels sont les matériaux les moins impactants sur les écosystèmes? Et donc c'est un peu comme ça qu'est partie l'aventure et qu'on a créé nos premiers produits pour répondre à vraiment ce besoin-là. Alors est-ce qu'il y avait une vraie demande à l'époque? Pas encore. Pas encore en tout cas, mais... pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, on était un peu aux prémices de quelque chose, même s'il y avait déjà des belles marques qui existaient. Je prends l'exemple de Notox que j'aime à citer parce que c'est Pierre Pommier, donc un de nos concurrents au final, mais qui a créé une super marque bien avant tout le monde, qui a été un vrai précurseur sur le surf éco-responsable. Nous a aussi beaucoup inspiré et ça nous laissait penser que s'il y avait déjà des acteurs, c'est qu'il y avait aussi un marché. Ouais. Complètement. Et alors tu te souviens du premier produit que vous avez créé? Donc c'est une planche de surf. Exactement, ouais. Quand vous avez ce produit-là, vous vous dites quoi? Alors les premières planches, elles arrivent au final, on crée la marque en 2017, en septembre, et les premières planches arrivent, je crois, en mars 2018. Ouais. Et là, on est comme des gamins. En tout cas, j'étais le seul, parce que Basile est aux Philippines et Thomas en Malaisie. Et donc là, je reçois nos premiers cartons, on reçoit une 30aine de planches. Ah ouais, quand même. Et voilà, on avait trouvé un shaper avec qui collaborer. Un shaper? Un shaper, c'est l'artisan. J'aime utiliser ce mot parce que c'est un vrai métier artisanal qui fabrique et façonne la planche de surf. Okay. Parce que quand bien même il y a des machines aujourd'hui qui
pré-shape les planches, qui vont découper le pain de mousse, etc. Le shaper va quand même toujours finir à la main, ça reste un travail ultra manuel. Donc voilà, et on reçoit nos premières 30 planches, et donc là, comme un enfant, moi je les déballe, je veux toutes les voir, toutes les regarder. C'est Noël. Et c'est là que les problèmes commencent, quoi. On se retrouve avec 30 planches, maintenant il faut les vendre. La marque... on est une toute petite marque, on a 100 followers sur Instagram, il y a tout à construire, tout à créer. Et donc c'était vraiment le début de l'aventure. Là on s'est dit voilà, on a quelque chose maintenant, comment on fait ? Je pense que je ne sais pas si on a été très bon dans le business plan, dans tout ce qu'on a fait en amont. On a vite été dans le concret en fait. On n'a pas perdu de temps. Bien ou pas bien, je ne sais pas. Après, il y a là où on est aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était un réel challenge de dire voilà, maintenant on a 30 planches. Qui sont nos clients et comment on va les chercher. Donc, et alors, comment vous êtes allé les chercher ? Et alors, juste question, parce que vous lancez quand même les 30 planches pour les produire. Ouais. Tous les 3, vous mettez de l'argent dans la boîte. Exactement, ouais. Okay, pour financer ces 30 planches. Tout à fait. Que vous avez vos rémunérations respectives. Ouais, on a tous les 3 nos jobs respectifs. Donc au final, et jusqu'à encore aujourd'hui, on n'a pas levé d'argent, pas d'emprunt bancaire. On a toujours vécu sur nos capitaux propres, dont on est super fiers de ça. Bah ouais, carrément. Parce qu'aujourd'hui, on est une boîte rentable et ça, c'est cool. Ouais. Et donc voilà, de là, on a investi notre argent personnel. On commence à construire un site internet avec un ami qui avait fait du Wix. On découvre les joies de Wix, notre premier site. On découvre les joies de Facebook et Instagram, et puis on commence à communiquer avec nos familles, nos amis, et à se faire connaître comme ça. Et de là naissent, sur un 31 décembre, un pote qui nous dit « Moi, je veux être votre premier client ». Donc il est pas surfeur, mais il achète la première planche de surf. Donc voilà, qui servira quelques années plus tard de table basse, je pense. Donc, mais en tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça. On a commencé à construire la marque petit à petit avec un site internet. Ça, c'était le premier point. Et surtout, ça a été de rapidement étoffer la gamme parce qu'on avait les planches, mais fallait tous les accessoires qui composaient la planche. Donc les ailerons qu'on vient fixer sous la planche pour justement se diriger sur la vague. Le leash, qui est la corde qui relie le surfeur à la planche, et le grip, le traction pad, le grip qu'on met sur la planche pour pas déraper. Et donc là, on a essayé de sourcer et trouver plein de nouveaux fournisseurs. C'était à l'époque que des collaborations. On a fait beaucoup de collabs parce que c'était une façon assez simple et rapide pour avoir des produits. Et donc on a eu nos produits et on a essayé de les mettre en vente. Donc dans un premier temps sur notre site internet. Et rapidement, on trouve un agent commercial, un jeune qui nous démarche, qui entend parler de nous, qui deviendra quelques années plus tard notre ami et celui avec qui on tournera notre documentaire Netflix. Et lui a été sur la route, a essayé de voir des surf shops. Ça a été très compliqué, on n'a pris que des portes. Parce qu'en fait, vous êtes qui, vous faites quoi, on n'a pas besoin de vous. Aujourd'hui, il y a des majors de l'industrie, comme on aime à dire dans le milieu, qui existent. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande sur vos produits. Donc voilà, ça s'est beaucoup fait sur Internet dans un premier temps. Okay. Et quand justement tu reçois ces portes-là, enfin toi ou la personne qui bosse pour vous, en tout cas quand vous les recevez, il n'y a pas des moments où vous dites putain les gars, on va où là en fait ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On change, on arrête, enfin voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit c'est peut-être juste un délire de potes et en fait Alors non, parce qu'en fait, on s'est pris des portes, mais qui ont souvent été bienveillantes. C'est-à-dire qu'il y a eu des portes, on n'a pris que des refus, on rentrait dans aucun magasin, aucun surf shop, mais par contre c'était toujours c'est trop cool ce que vous faites. On proposait des ailerons qui étaient déjà fabriqués à partir de plastique recyclé, nos grips étaient déjà fabriqués à partir de liège, alors tout était fait au Portugal, mais c'était déjà ok, c'est cool, vous êtes une alternative. C'est sympa ce que vous faites, il n'y a pas de demande sur vos produits, j'ai un surstock sur tous vos accessoires, etc. Je ne peux pas vous référencer, par contre continuez les gars, c'est cool ce que vous faites, voilà. Et donc en fait, c'est plutôt c'est histoire de dire pas maintenant mais continuez quoi. Ouais, enfin, en gros, exactement. Faites-vous un nom, devenez ça, quelqu'un et puis on en reparle dans quelques années. Et donc au final, non, on s'est pas dit parce qu'on n'avait pas non plus de pression chiffrée, d'objectifs, etc. C'était soir et week-end. Première année, je sais plus, on doit faire 12 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça, là, enfin l'année 2018 ou 2017. Non, je crois que c'est 18. C'est ridicule, mais parce que c'était le soir et week-end et on a vendu quelques gourdes, quelques planches de surf, des ailerons et puis voilà. Donc comme on n'avait pas de pression, on s'est dit en fait on va continuer et puis on verra où ça nous mènera. Et c'est le moment où on s'est dit
en fait, si on se met pas à temps plein, c'est surtout l'année suivante, on se dit si on se met pas à temps plein, on décollera jamais. Et à l'inverse, est-ce qu'on est prêt à lâcher ce qu'on a, parce qu'on a tous les trois des super postes avec des bons salaires et on sait qu'on a de la chance dans des pays incroyables. Mais au final, on a fait ce choix-là et on le regrette pas aujourd'hui. Yes. Donc vous lancez vraiment, vous lâchez vos postes en 2000. Alors c'est Basile qui lâche en premier son job en 2019, donc l'année suivante, 2019 fin d'année. Il quitte les Philippines, il vient s'installer à Bordeaux. Voilà. Et moi c'est début 2020, donc pareil, ça s'est enchaîné très rapidement. Et Thomas, ça a été qu'un an plus tard, donc ça a été en 2021. Donc au final, ça s'est fait à chaque fois de manière échelonnée, et ce qui était assez judicieux parce qu'on a toujours été aussi transparent. On s'est dit le premier qui quitte son job sera le premier à être rémunéré, et ainsi de suite. Et ça nous a permis en fait de structurer beaucoup mieux l'entreprise, d'avoir le temps de voir notre chiffre d'affaires grossir pour lâcher nos jobs, et ça s'est fait de manière en tout cas hyper smooth, et ça on est content. Ouais. Trop cool. On viendra après sur tous les aspects et ce que c'est aujourd'hui, évidemment. Mais au début, est-ce que vous aviez que en tête cette production éco-responsable ? Et je dis que, mais c'est déjà énorme, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, vous faites d'autres choses, et on y reviendra. Mais quand vous commencez, est-ce que vous mettez d'accord tous les trois sur les valeurs de la boîte ? Et dans ce cas-là, si tu peux développer, évidemment. Et est-ce que vous allez que sur cet aspect éco-responsable qui est déjà énorme, comme je dis, parce que on parle dans d'autres épisodes, j'ai parlé de réindustrialisation en France, mais aussi en Europe. C'est aussi un enjeu, j'imagine, très clairement, qui est toujours actuel. Et tu vois, je vois ta gourde, et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai perdu la mienne dans toutes les boutiques. Enfin, j'ai fait plusieurs boutiques dans Bordeaux, et je regardais en dessous à chaque fois, c'était tout le temps du Made in China, quasiment. Un bon vieux Made in China aussi. Et donc, je me dis, produire en France, c'est quand même pas encore facile. Non, c'est clair. Inch'Allah, ça sera mieux plus tard. Mais voilà, est-ce qu'au départ, vous partez que sur cette idée de déjà on fait des produits éco-responsables, ce qui est déjà énorme ? Ouais, c'était vraiment et c'était, je pense que ça a été notre force et notre faiblesse à la fois. C'est que l'engagement qu'on a voulu mettre à travers Nomad Surfing. On s'est dit aujourd'hui, il y a déjà des marques alors de surf en général qui existent. On voyait le 1% for the Planet qui existait et tout. Et on s'est dit, nous, on veut que nos produits soient éco-conçus. Ça, c'était vraiment la priorité. On veut qu'ils soient fabriqués localement. Alors en France ou en Europe, parce que ça, les planches, on a vite déchanté. Donc aujourd'hui, elles sont fabriquées au Portugal. On a toujours été transparent là-dessus, parce que ça a été très compliqué de trouver un fabricant. Nous, on n'est pas des fabricants, on est des ingénieurs, des commerciaux, des marketeurs, etc. Mais on n'avait pas le savoir-faire et les ressources pour faire. Et donc on a trouvé un shaper au Portugal qui a fait pour nous. Mais ça a été vraiment la priorité. Et ça a été de dire, ok, aujourd'hui, il y a d'autres marques, alors de surf ou pas que, qui s'engagent aussi. Qu'est-ce que nous, on peut faire de plus ? Parce qu'en fait, on va continuer de produire, on va faire, donc on va utiliser des ressources, mais l'argent qu'on va gagner, est-ce qu'on ne peut pas le redistribuer ? Et en fait, très rapidement, on s'est dit, il faut qu'on reverse, il faut qu'on se démarque, et il faut qu'on reverse de l'argent à des assos. On n'est pas sur le terrain, nous. Par contre, il y a des gens chaque jour qui se lèvent et qui se battent pour des associations. Et donc vite, on s'est dit, on va reverser 5% de notre chiffre d'affaires. Au début, c'était de l'entreprise au global. Alors ça représentait pas grand-chose, mais quand on gagne pas grand-chose, c'est déjà beaucoup. C'est quand même beaucoup. Donc, sachant qu'on parle de chiffre d'affaires. Donc c'était du tout chiffre d'affaires, vous, exactement. Des 12 000, c'était 5%. Après, ça évolue avec le temps. Donc voilà, mais on se dit, faut qu'on se démarque, il faut l'éco-responsabilité et l'engagement de la marque seront vraiment les piliers de Nomad Surfing. Et donc ça a été la première étape. Ensuite, on s'est dit, il faut produire le plus localement possible. Donc on a cherché en Europe, on a cherché en France, bien évidemment. Ça s'est fait naturellement. Au début, on faisait des collaborations au Portugal. Puis petit à petit, avec le temps, on a réussi à industrialiser nos ailerons de surf en propre Nomads en France. On a fait pareil pour nos pads, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont on est très fiers, parce qu'on était les premiers à créer ces produits et créer toute la gamme des surfeurs éco-conçus et fabriqués localement. Alors le local, on sait que les planches sont faites au Portugal, mais on en fait quelques-unes en France également. Donc ça a été vraiment le fer de lance. Et après, nos valeurs, ça a été l'innovation, la transparence, la durabilité, parce que ça aussi, c'était de dire, on veut fabriquer des produits, mais aujourd'hui, on est dans une économie très linéaire. J'achète, je fabrique, j'achète, je consomme, je jette. Et nous, on s'est dit, comment on peut utiliser des ressources déjà existantes, des déchets, pour fabriquer nos produits, et
faire en sorte que nos produits durent le plus longtemps possible. Donc ça a été durabilité, innovation et transparence sont aujourd'hui nos principales valeurs. Ouais. Et ça a été vraiment l'axe directeur de Nomads. Et je disais que ça a été un frein parce que par moment, on s'est mis beaucoup de contraintes dans le développement de l'entreprise en disant non, là on dépasse les bornes. La gourde, justement, on parle de la gourde, qui a été un produit très demandé à une certaine époque, justement. Et on s'est dit, aujourd'hui, toutes les recherches qu'on faisait, on ne trouve aucun fabricant de gourde en Europe, en France encore moins. Ça n'existait pas. Et on se rend compte en approfondissant que toutes les ressources d'inox sont en Chine, que les transformateurs sont là-bas, etc. Donc on se dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, ça vient de Chine. Et en fait, on s'est dit, voilà, on va essayer, on va le faire, on va essayer de comprendre pourquoi c'est fait là-bas et pas en Europe. On a été à pousser jusqu'au transport ferroviaire. Donc pareil, on a fait venir nos gourdes de Chine en transport ferroviaire. Et puis plus on approfondissait, plus on se rendait compte que c'était aussi un non-sens, parce qu'en fait, le ferroviaire là-bas, c'est alimenté par du charbon. Russie, pareil, en partie. Et c'est toutes ces choses-là qu'on a appris avec le temps et avec l'expérience à décortiquer. À appréhender aussi, ouais. En se disant, mais en fait, on se mettait plein de contraintes en se disant, ça c'est mieux que ça, ou c'est moins pire. Ouais. Et aujourd'hui, on a une sacrée connaissance de cette industrie et des différents process. Mais on a toujours été le plus transparent possible vis-à-vis des consommateurs. Et je pense que c'est ce qui nous a servi. Ouais. Ouais, carrément. Alors tu parlais de réutilisation, là aussi, donc au départ éco-responsable dans Refaire le plastique, réutiliser le plastique, etc. Aujourd'hui, dans tout ce que vous faites, et même il y a de la seconde main sur votre site, et même là au showroom, tu m'as montré tout à l'heure, il y a de la seconde main aussi. Ça, c'est arrivé quand et pourquoi vous avez voulu le faire là aussi? Alors, utiliser des matériaux qui existaient déjà, qui avaient déjà été consommés. Je prends l'exemple, donc nos ailerons aujourd'hui sont fabriqués en filet de pêche. C'est dire aujourd'hui il y a des déchets qui existent qu'on doit pouvoir revaloriser pour fabriquer nos produits. Ça a été dans l'ADN de Nomads. L'économie circulaire était aussi un des piliers. Ouais. Donc c'est vite venu en tout cas dans notre démarche. Après ça a été via Basile et Thomas, d'identifier justement les déchets qu'on peut utiliser. Donc en gros c'est simple, on prenait la fabrication des produits des concurrents. Ok, les ailerons en plastique aujourd'hui c'est du nylon. Où est-ce qu'on trouve du nylon? Les filets de pêche sont en nylon. Comment je trouve des filets de pêche? Et donc de fil en aiguille, on a conçu et fabriqué nos produits comme ça. La R&D, c'est vous qui l'a fait? C'est Basile, ouais. C'est Basile en interne qui fait beaucoup de recherches, qui passe beaucoup de temps, qui est un peu notre géotrouve-tout. Donc voilà, et il passe beaucoup de temps à sourcer, parce que c'est ça, c'est en fait de trouver les bons interlocuteurs. Et je prends l'exemple des ailerons de surf. Quand on lance notre campagne Ulule en 2020, aujourd'hui il n'y avait personne qui fabriquait des ailerons de surf en injection en France, voire en Europe. Et au final, nous on va démarcher justement des industriels, des plasturgistes, et quand on leur dit qu'on veut faire des ailerons de surf mais qu'on va en faire que 100, ils rigolent. C'est pas une production, 100 pièces. C'est un échantillonnage. Exactement, ouais. Donc on dit 500. Allez, 500 ça passe. Mais faut acheter un moule. Et en fait, on est content parce que l'entreprise avec qui on bosse aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils travaillaient dans le surf. Ça n'existait pas. C'est des grosses entreprises qui aujourd'hui font des pièces pour Moulinex, pour Trial Poursuite, etc., qui ont l'habitude de faire des millions et des millions de pièces. Et nous, on arrive en se disant, nous, on veut réindustrialiser quelque chose qui est fait en Asie avec des nouveaux matériaux, parce que même lui-même n'avait jamais utilisé de filet de pêche. Donc voilà, ça a vraiment été le nerf de la guerre. Par contre, donc ça c'est vraiment le réemploi de matériaux. Après la seconde main et la réparation, ça c'est venu vraiment dernièrement. Donc ce qu'on a dans le showroom, là, les combinaisons de surf ou même nos planches de surf réparées et revendues en seconde main, c'est quelque chose qui est venu là sur la dernière année. Okay. Vraiment sur repenser notre stratégie et notre industrie. C'est quoi le surf de demain? C'est toujours la question qu'on se pose. Et là, avec le recul, plus ça va, plus le temps avance. Ça fait 5 ans, mais vraiment 3 ans qu'on est à temps plein. Et on se dit, on continue quand même de produire. L'entreprise est en pleine croissance, on utilise des nouvelles ressources, mais est-ce que c'est vraiment l'économie de demain? Et donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Et donc l'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose qui est arrivé là dernièrement, quelque chose qu'on ne connaissait pas.
Et on s'est dit, ça fait sens. Les gens ne veulent plus être propriétaires. On parle de leasing dans les voitures, on parle de location de matériel de ski chez Picture. Et donc, on s'est dit, on loue aujourd'hui sa planche de surf, mais on aime bien aussi être propriétaire. Donc, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé, en tout cas dernièrement, la marque Resurf. On a déposé le nom, où l'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on peut revendre et réutiliser des produits en seconde main en les faisant réparer, en allongeant la durée de vie. En les louant, pourquoi pas, ça c'est des projets en cours pour proposer une nouvelle façon de consommer aux surfeurs. Ouais. Je voulais la sortir à la fin, mais c'est pas grave. Et donc l'économie de demain, tu l'imagines comment alors ? En tout cas, nous, celle sur laquelle on mise le plus, c'est celle-là. C'est nous, l'économie de la fonctionnalité. Je pense que demain, et pour le monde dans lequel on vit, il faut qu'on puisse repenser justement tout ça. Et nous, on est persuadés que ce soit la location ou peut-être le leasing de matériel de surf, c'est vraiment un aspect indéniable qu'on ne veut pas laisser de côté. On continuera, je pense, toujours de produire des planches parce que ce qu'on fait, c'est toujours mieux que ce qui se fait à côté pour le moment en tout cas. On est content de voir d'autres acteurs se créer et développer ce genre de produits, mais on se dit que notre aileron fabriqué en France en filet de pêche est toujours mieux qu'un aileron qui arrive de Chine. Donc on continuera de produire, mais peut-être qu'on s'interdira de ne pas fabriquer plus que X quantité de planches ou d'ailerons par an. Notre bilan carbone c'est ça et on ne veut pas le dépasser. Par contre, on est persuadé qu'aujourd'hui, il faut mieux consommer, moins consommer. Et ça, on communique souvent là-dessus sur j'ai un produit, je me pose la bonne question avant d'acheter une nouvelle planche. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je ne peux pas allonger la durée de vie de ma planche de surf ? Est-ce que je ne peux pas faire réparer ? Et donc, je pense que l'économie de la fonctionnalité est vraiment un bel angle d'attaque pour les prochaines années. Ouais. Parfait. Tu parlais tout à l'heure d'associations, le fait de reverser 5% au tout début du chiffre d'affaires à des associations. Vous avez aussi créé One Ocean for All, si je ne m'abuse. Ouais. Au départ, donc avec l'idée de ce que je comprends dans ce que tu as dit, c'est d'autres associations en fait le font déjà, et on les citera bien évidemment, font déjà des actions sur le terrain, notamment de sensibilisation. Aujourd'hui, maintenant, vous le faites aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus déjà au départ avec qui vous partez ? Je pense à Surfrider évidemment, à Water Family, etc. Mais donc avec quoi vous partez ? À quel moment vous dites en fait on va nous aussi l'intégrer à ce qu'on fait et directement ? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas quand s'est fait le déclic, mais je vais revenir. Donc nous, l'idée au début, c'est de dire on va soutenir des assos qui s'engagent sur la protection de l'océan et la sensibilisation. Donc ça a commencé au début avec Project Rescue Océan, qui était. On voulait pas soutenir Surfrider pour une simple et bonne raison, c'est que c'est une grosse ONG qui a des fonds de l'Europe, mais on s'est dit à notre échelle, ils n'ont pas besoin de nos 500 ou de nos 1000 euros. Ils sont déjà soutenus par des multinationales, et donc on va les soutenir, une petite association qui vient de se lancer. L'impact sera plus fort pour vous, quoi. Exactement, ouais. Donc on s'est associé avec Project Rescue Océan dans un premier temps. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit Project Rescue sensibilise et fait des dépollutions, des collectes de déchets. Et puis on a vite identifié 3 piliers sur lesquels on voulait intervenir, ou en tout cas soutenir les associations. C'était la dépollution, donc des collectes de déchets, de la quantification de déchets sur les plages, de la sensibilisation dans les écoles, parce que c'est très important de faire passer ce message-là, que les jeunes générations, bien qu'elles soient déjà hyper alertes, aient ce message sur l'océan, ce que représente l'océan. Et le dernier pilier, c'était la reforestation, en tout cas replanter des coraux, parce que le récif corallien et l'océan en général est aujourd'hui le premier puits de carbone et premier émetteur d'oxygène sur Terre. Donc c'était aussi important d'avoir ces 3 piliers-là. Et donc on a soutenu durant nos 5 années diverses associations. Et c'est rigolo parce que depuis cette année, on soutient Surfrider. Et donc au début, on s'est dit, on va soutenir les assos et on va communiquer avec elles sur les projets qu'ils mettent en place et sur la façon dont on les soutient. Souvent, ça a été le cas, mais je ne sais pas combien de dizaines de fois, on a été pris pour une association. On s'est dit, mais vous êtes quoi ? Vous êtes une marque, vous êtes une asso Et en fait, on est, je pense, tellement engagé dans cette volonté de vouloir protéger l'océan
qu'on nous confond et on nous dit mais en fait ce que vous faites c'est aussi de l'associatif. Et donc à la fois c'est hyper positif parce qu'on se dit c'est trop cool, c'est qu'on a une marque qui est hyper engagée et donc qui a des valeurs très fortes et auprès d'une communauté qui s'attache à ces valeurs-là. Mais d'un côté c'est aussi un frein parce que non, nous on est une entreprise à but lucratif, on veut gagner de l'argent, on est là pour gagner de l'argent. Et donc il y a cette vision qui était un peu compliquée à un moment donné. Et on s'est dit, voilà, on a ces associations qu'on soutient, mais pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas, à un moment donné, intervenir et sensibiliser parce que, alors, il y a les associations qui existent, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se sont greffées justement à Nomad Surfing et à l'image qu'on a développée. Donc, en gros, voilà, des partenaires qu'on a, pas que des partenaires, mais beaucoup d'entreprises nous contactaient, nous disaient tiens, c'est trop cool ce que vous faites aujourd'hui avec Nomad Surfing. On a vu que vous aviez organisé un nettoyage de plage avec Project Rescue Océan. Est-ce qu'on ne peut pas en organiser un ensemble? Donc ça commence comme ça. Et puis une autre entreprise qui nous dit on a vu vos ateliers de sensibilisation sur tel événement, est-ce que vous pourriez le faire auprès de mes salariés? Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit est-ce que nous, on ne pourrait pas créer une offre de service, justement, pour venir sensibiliser le grand public, donc à la fois corpo, à la fois les écoles éducatives, les mairies, associations, etc., à notre message, qui viendrait en complément justement du message qui est véhiculé par les associations, sachant que une partie de nos bénéfices sont reversés aux associations. Donc au final, c'était du gagnant-gagnant. Et donc on a en parallèle de la marque Nomad Surfing, on a créé en 2020 cette fameuse en 2021 on a commencé à construire justement. Alors attends, je prends une petite Vas-y. Je parle beaucoup. On a le temps, c'est du temps long le podcast, donc c'est bon. Et en fait, on a commencé à construire justement une offre parallèle à la marque de surf, une offre de service. Destinés aux entreprises qui viennent être sensibilisées à la protection de l'océan. Donc c'était des ateliers sur l'économie circulaire, sur la protection de l'océan à partir de quiz, etc. Et donc on a créé cette offre de service à ce moment-là. Et en parallèle, donc en 2021 ou 2021, on crée One Ocean for All, qui lui est en gros un mouvement qui a eu pour but de collecter des dons pour les reverser à des assos. Et en fait, on en revenait toujours au même constat. On s'est dit, il y a plein d'entreprises qui veulent nous donner de l'argent, d'une certaine façon. On n'est pas une association, on ne peut pas faire de mécénat avec eux. Par contre, on peut leur dire, cet argent-là, vous aimez Nomad Surfing, mais il y a des assos qui se battent, on va le collecter pour vous et on va le reverser. En fait, le lien entre... Exactement. Et donc, voilà, il y a 2 ans, ça a été un mouvement One Ocean for All qui a permis de collecter 7 000 € sur une dizaine d'emails envoyés, donc on était déjà hyper satisfaits. Et puis l'année suivante, on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment de créer un fonds de dotation, en tout cas une coquille qui va nous permettre de capter cet argent-là. Donc on a créé le fonds de dotation Nomads Ocean Care, qui a été lancé là dernièrement, justement pour capter cet argent-là et le reverser aux assos. Et en parallèle, donc on a créé nous cette offre de services de sensibilisation aux entreprises qu'on mène maintenant aujourd'hui avec pas mal d'entreprises, et on est très content d'avoir bifurqué un peu notre business model, et c'est peut-être aujourd'hui notre force. C'est qu'on est parti, on a la marque de surf, mais on a toute une partie service, sensibilisation événementielle qui vient compléter la marque. Carrément, justement pour rester sur cette partie sensibilisation événementielle, les Ocean Days, donc journée de l'océan. C'est exactement, ouais. Tout à fait. Vous en avez fait il n'y a pas très longtemps, la promenade Sainte-Catherine. Ouais. Qui était apparemment, j'ai pas pu venir malheureusement, mais qui a été apparemment génial. C'est la 3e édition. Ça, pareil, ça a été une rencontre. Alors, c'est la force de l'entrepreneuriat, mais on a rencontré Vincent et Marie de Promenade Sainte-Catherine il y a 3 ans de ça. Et nous, à l'origine, on voulait utiliser l'écran géant de la Promenade Sainte-Catherine juste pour promouvoir la marque et montrer qu'on est une jeune marque de surf, on existe. Et de cette rencontre-là est né les Ocean Days. Et cette année, c'était la 3e édition. Et en gros, c'est un festival. On appelle ça un festival qu'on organise en plein cœur de Bordeaux à Promenade Sainte-Catherine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre commercial à ciel ouvert qui réunit, je pense, les plus grandes enseignes de la grande distribution. En tout cas, on a du McDo, du Starbucks. C'est un peu le temple de la consommation. Exactement. Par là-bas, avec la rue Sainte-Catherine, qui est la rue que je déteste le plus dans Bordeaux. Mais... Exactement. Et en fait, ça a été une réflexion qu'on s'est posée encore, une question. On s'est dit, est-ce qu'on y va? Est-ce
qu'on n'y va pas, est-ce qu'on va se faire taper dessus ou pas. Et en fait, là, cette 3e édition était assez exceptionnelle. Donc on a fait... c'est un festival, alors pour recontextualiser, c'est un festival qui est là sur 4 jours, qui a pour but de sensibiliser à la protection de l'océan avec des animations, des œuvres d'art et tout ce qui est lié. Donc là, on a fait un concert de Jérémy Frérot, on a fait une que j'ai reçu soirée sur le pompon d'ailleurs, je sais plus quel épisode c'était, mais qui est passé sur le pompon. C'est vrai, voilà. ouais, génial, très très cool et très engagé justement, Ouais. donc un chanteur engagé. On a fait une soirée cinéma le jeudi soir avec plus de 400 personnes où on a diffusé des films sur l'océan et des films de surf parce qu'on reste une marque de surf. Mais ça a été un moment très fort où on s'est rendu compte qu'on arrivait à driver énormément de monde à promenade dans le temple de la consommation et à faire passer un message auprès d'un public qui n'est pas forcément le nôtre, parce qu'au final les gens qui viennent à promenade, c'est un public très jeune, c'est un public qui vient de quartiers aussi un peu isolés à Bordeaux. Ils viennent chercher le Starbucks, c'est le premier Starbucks je crois en centre-ville, ils viennent chercher McDo et l'endroit est plutôt sympa. Et le jour de l'inauguration, et ça je trouvais ça sympa, il y avait la mairie qui était présente et Jean-Baptiste Tony, qui est l'adjoint aux déchets, nous a remercié justement pour ce qu'on faisait, de nous dire voilà, il y a quelques années, il nous aurait tapé dessus parce que vous vous associez dans le temple de la consommation en tant que petite marque. Et en fait, aujourd'hui, je vous remercie d'aller toucher des publics que nous, on ne touche pas, justement. Et on sort de l'entre-soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait des tables rondes qu'entre nous et qu'entre gens déjà sensibilisés et conscients de ces choses-là. Ouais. Et nous, on va amener ce pilier-là, l'océan, la préservation, les associations, en plein milieu d'un lieu, en tout cas assez insolite, auprès d'un public qui ne connaît pas, ou en tout cas très peu, l'océan. Ouais. Et on vient les sensibiliser, et ça, c'était le message du maire, et en tout cas de l'adjoint à ce moment-là. Et ça a été très fort, parce qu'on se dit, ok, je pense qu'on est dans le vrai, et ça, c'est cool. Ouais. Encore plus. Encore plus, pour le coup. Tout à fait, ouais. Et justement, tu parles de ça, je t'en ai parlé juste tout à l'heure, mais de parler de Volkswagen, parce que vous avez fait un partenariat, c'est ça, avec Volkswagen? Exactement, ouais. On est partenaire d'image, ouais. Exactement. Et quand on s'était rencontrés sur une table ronde organisée par Zeta, par Laure, que ça ait pu faire polémique. Parce qu'effectivement, Volkswagen, il y a eu le Dieselgate il y a quelques années maintenant. Pourquoi vous l'avez fait? Et pourquoi c'était important de le faire aussi? Enfin, tu vois, je pense que c'est important d'aller, comme tu l'as dit, mais travailler avec des personnes où on se dit, typiquement, effectivement, Promenade Sainte-Catherine, ce qui se passe autour, à part le magasin Picture, à la limite, c'est clair. Dans un temple de la consommation. Exactement, ça c'était pareil, Volkswagen, ça a été... à un moment donné, il fallait qu'on s'équipe en véhicule, parce que l'entreprise grossissait, qu'on était 3 et souvent sur la route, avec nos véhicules personnels, et on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas nouer un partenariat avec un fabricant de véhicules, qui plus est, dont le surf est un peu... l'image du surf y est associée, et quoi de mieux que Volkswagen aujourd'hui, le combi Volkswagen emblématique, en tout cas des surfeurs dans les années 70. On s'est dit, est-ce qu'on les contacterait pas pour leur dire, on a vu qu'ils allaient sortir un véhicule électrique, et donc nous, dans notre démarche, c'était, voilà, on veut réduire notre empreinte carbone, à tous les niveaux, que ce soit dans les produits qu'on propose à nos clients, mais également en interne. Et donc on s'est tourné directement vers eux. On n'a pas contacté d'autres constructeurs. On aurait pu aller voir Renault, Peugeot ou les autres, mais on s'est dit Volkswagen, il y a aussi cette image du transporteur et du surfeur. Et on leur a écrit, c'est nous qui les avons contactés pour savoir s'ils étaient prêts à échanger sur de l'image, en disant voilà, nous on a besoin de véhicules, on veut des véhicules qui émettent moins de carbone que des véhicules thermiques, et il s'est avéré, à notre grande surprise, qu'ils ont adoré l'ADN de la marque, ils ont adoré le message qu'on véhiculait. L'ID Buzz n'était pas encore sorti, donc c'est le véhicule 100% électrique, mais ils nous ont mis à disposition très rapidement un véhicule hybride qui nous permet, en tout cas quand on rayonne sur Bordeaux, de rouler à l'électrique. Après, sur les plus longues distances, on est à l'essence. Mais ça a été un premier pas. Et ça a été très compliqué parce que... ça a été compliqué. Oui et non. Ça a été compliqué en termes d'image. On a beaucoup de gens de notre communauté qui se sont dit, mais pourquoi vous vous associez à Volkswagen? Alors, il y a le Dieselgate, mais en soi, c'est pas souvent ressorti. C'est surtout le fait de rouler à l'électrique. Okay. Et alors, nous, on s'est dit, en fait, que je roule avec mon van... mon van Ford au diesel qui émet X quantité de CO2 versus un ID Buzz qui roule à l'électrique et qui émet 0. On s'est vite, on s'est posé la question, mais on s'est vite résolu à se dire, en fait, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux en termes d'empreinte,
de rouler électrique que de rouler au thermique. Ouais. Et en fait, il n'y a même pas eu débat. Et aujourd'hui, les débats qu'il y a, c'est des gens qui sont anti-électriques versus pro-thermique ou anti-thermique pro-électrique. Nous, on n'est pas des spécialistes. On sait très bien l'impact qu'a une batterie au lithium, la complexité du recyclage, les ACV qui sont faits par les uns et par les autres. Par contre, écouter des scientifiques comme Jean Covici ou Bonpote qui vont dire aujourd'hui, le moins pire, c'est l'électrique. Avant tout, c'est de rouler en vélo, ou en tout cas de réduire ses déplacements, chose qu'on essaye de faire. Au quotidien, on utilise nos vélos. Par contre, quand on doit aller livrer des clients ou aller voir nos fournisseurs, l'électrique, c'est ce qui se fait de mieux. Donc aujourd'hui, ce partenariat, on l'assume complètement. La vidéo brute a été l'occasion de se faire un peu taper sur les doigts à une échelle nationale et un retentissement qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Mais ça fait aussi partie du jeu quand on s'engage avec des grandes marques. Et on en revient à ce que disait tout à l'heure. Au final, c'est jusqu'où va la limite, jusqu'à quel point je suis prêt à m'associer et aller faire de la sensibilisation avec des grandes entreprises ou pas. Ouais. Et ça, c'est des questions qu'on se posera toujours et on aura toujours notre barrière infranchissable ou pas. Mais voilà. Donc, en tout cas, on assume ce partenariat avec Volkswagen et on en est très fiers. Ouais. Yes. Tu l'as dit plusieurs fois et tu en parlais tout à l'heure avec les associations. L'océan, il a besoin d'être protégé. Je te pose la question comme ça, parce qu'on en parle naturellement. Ouais. Effectivement, tu vois, je suis aussi sensibilisé bien évidemment à tous ces sujets-là. Mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, j'ai envie que tu développes un petit peu à quel point il a besoin d'être protégé. C'est hyper intéressant parce qu'on fait souvent l'amalgame sur aujourd'hui... on a eu les images, c'était je crois un peu avant le Covid ou pendant, et puis dernièrement en tout cas en Gironde, les forêts qui brûlent. Donc on a vu la forêt amazonienne brûler, il y a eu énormément d'images. On a vu les forêts en Australie brûler, il y a eu énormément d'images. Il y a eu les forêts, en ce moment il y a les forêts au Canada qui brûlent, il y a beaucoup d'images. On a vu les forêts par chez nous de pins qui ont brûlé l'année dernière, énormément d'images. Et on se dit, mais en fait, on met tout le temps en avant la forêt comme premier puits carbone aujourd'hui sur Terre, alors qu'en fait, c'est faux. Donc aujourd'hui, le plus grand capteur de CO2, c'est l'océan. C'est l'océan qui capte plus de 50%, même 60% du CO2. Et c'est surtout le premier émetteur d'oxygène via la photosynthèse, via les rayons du soleil, avec justement... tous les micro-organismes qui sont dans l'océan et qui permettent d'émettre de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Et en fait, on oublie souvent parce que c'est un peu quelque chose d'invisible, l'océan. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dessous, on ne le voit pas trop. La pêche, c'est loin. Le transport maritime, pareil, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et en fait, c'est autant de choses qui détruisent tous ces écosystèmes. Et c'est une échelle justement à respecter, un équilibre pour faire en sorte que demain, si cet océan tenait à mourir, naturellement, l'être humain viendrait à mourir également en fait. Et donc c'est cette pyramide. Aujourd'hui, il y a l'orque qui est tout en haut. Parce qu'on aurait pu croire que c'était le requin, mais non, c'est l'orque. Et si on commence à surpêcher, à surconsommer, c'est toute la chaîne alimentaire qui va s'écrouler, et naturellement la subsistance de l'homme également. Donc c'est hyper important, nous, de rappeler à quel point l'océan est primordial justement pour la subsistance des êtres humains. Aujourd'hui, c'est 3,5 milliards qui en dépendent directement, que ce soit de la pêche, on parlait de l'Indonésie ou des Philippines tout à l'heure, mais c'est presque 300 millions, 400 millions de personnes avec ces deux pays réunis. L'océan, il permet aussi, il est source de plein de choses. Il est source de vie. Il nous permet de nous nourrir actuellement. Je prends l'exemple de cette pièce. Le point commun, c'est que 95% des objets qui sont dans cette pièce ont transité par l'océan, par le transport maritime, parce que le bois a peut-être été transformé, parce que l'acier qui est là, l'iPhone qui est là, etc. Donc il est source de transport, et c'est des voies maritimes. C'est ce qui permet de connecter tout le monde et de faire aujourd'hui que tout ce qu'on a sur nous, on peut le porter. Ouais. C'est source de médicaments aussi. Il y a énormément de sources de ressources en fait, parce que le pétrole est énormément aussi puisé au fond de l'océan, mais le vent, les vagues peuvent générer de l'énergie. Donc en gros, l'océan est vraiment un élément hyper important pour notre subsistance, et c'est vraiment le message qu'on matraque aujourd'hui auprès du grand public. C'est ok, les forêts brûlent et
et c'est important d'en parler, mais ne pas oublier l'océan parce que c'est ultra important et qu'on doit tous en prendre soin, même si on est loin, même si on ne le voit pas, même si on ne réalise pas ce qui se passe. J'habite à Toulouse, à Paris, à Lyon. Mon petit geste de jeter mon mégot par terre qui finit derrière dans la Garonne et que nous on récupère sur les plages, il a un impact en fait. Le bout de plastique que je jette par terre, il a un impact. Et en fait, c'est un peu ce message-là qu'on souhaite véhiculer et transmettre au plus grand nombre. Ouais. Parce que pour rappeler juste sur le mégot, vu que tu en parles, un mégot ça pollue 500 litres d'eau, c'est exactement. ça 500 litres d'eau, ouais. 500 Ouais. litres d'eau et justement pour la journée mondiale de l'océan, on fait plus de collecte ou très peu de collecte de déchets sur la plage. On essaye de les faire en ville en fait, pour montrer qu'en fait quand on sait que 80% des déchets qu'on récupère sur le littoral provient de nos rivières, on se dit en fait le message et l'action, il faut la faire à la source. Et quand on a fait cette collecte de déchets dans Bordeaux avec les différentes associations et les différents partenaires qui ont voulu participer, on s'est rendu compte que la quantité de mégots qu'on pouvait trouver à Bordeaux qui finissaient par terre, puis dans les égouts, puis directement dans la Garonne était assez terrifiant. Et ça, c'est un travail de longue haleine, d'éducation, qui prendra du temps, je pense. Mais on se rend compte que c'est en train de changer. Et on est, moi, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'on va vers la bonne voie et j'y crois fermement. Ouais. J'allais te demander comment on fait justement pour changer. C'est que de la sensibilisation ? Non, pas que. Je pense que tout le monde a son rôle à jouer, que ce soit les industriels, que ce soit... moi, je reste aussi fortement persuadé que l'État a un rôle énorme à jouer dans à travers la loi, mettre on a en de place... la marge alors. Comment ? Pardon, je dis on a de la marge alors parce qu'on n'est pas sur le gouvernement pour le moment le plus écolo. Exactement. Bon, et en fait, je me dis, s'ils légifèrent pas, on n'avancera pas non plus. En fait. Ouais. Et nous, on se rend compte en tant que petite marque, et on le voit d'ailleurs, c'est assez triste quand je vois toutes ces petites marques dans le prêt-à-porter beaucoup qui mettent la clé sous la porte là dernièrement. Si on met pas des barrières en disant et qu'on autorise aujourd'hui toujours de produire à l'autre bout du monde, de fabriquer dans des conditions où l'énergie n'est pas la même qu'en Europe, où les conditions ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou en France, on laisse mourir à petit feu des petites entreprises. Et il n'y a que par la loi aujourd'hui qu'on peut mettre ces barrières-là. Ouais. Peut-être des quotas carbone, peut-être des taxes à l'importation, etc. Et donc ce gros travail, il va passer par des actions individuelles, mais des actions à la fois collectives, des actions entrepreneuriales, des actions de l'État. Je pense que c'est un tout. C'est pas que toujours dire aux consommateurs de mieux acheter, de dire fais durer ta combi, etc. Je pense que c'est plutôt à l'échelle globale. Chacun a son rôle à jouer et l'État en grande partie. Ouais. Complètement. Mais malgré tout, je le répète, j'aime le dire, on a deux façons d'agir, c'est effectivement sa carte bleue et sa carte d'électeur. Exactement. Tu disais effectivement sur le fait d'acheter, mais bien évidemment d'aller voter aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Tu as bien raison de le rappeler. Ouais. Tu l'as mentionné tout à l'heure, vous avez fait un documentaire sur Netflix, en tout cas qui est passé sur Netflix, Nomade, qui est maintenant disponible dans quasiment une trentaine de pays. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que c'est quand même assez ouf. Ouais, alors là, c'est l'histoire incroyable. C'est une histoire assez sympathique. En 2019, Basile est aux Philippines. Il a le temps sur ses week-ends d'aller explorer des îles un peu reculées. Pareil, Philippines, 7000 îles. Et en fait, il tombe sur son année d'expatriation sur un Américain qui est en train de créer une réserve marine protégée. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont de plus en plus mises en place dans le monde pour protéger justement les ressources, donc les animales qui sont présentes. Voilà. On est dans le... Il est là-bas, il découvre cette réserve marine, il discute avec cet Américain et il se rend compte que le projet qui est en train de naître est juste incroyable. Et surtout, cet Américain qui a exploré les Philippines de fond en comble a mis toute son énergie, tout son argent pour s'associer avec une tribu locale en mer de Chine face à une vague incroyable. Donc une vague qui est un peu exclusive parce qu'en gros, pour se rendre sur l'île, il faut avoir l'autorisation de la tribu. Et lui, il veut développer cette réserve marine avec les locaux, vraiment main dans la main avec les locaux, pour protéger leurs ressources. En gros, ce qui se passe là-bas aux Philippines à cette époque, c'est que les pêcheurs, pour avoir un rendement plus efficace, pêchent à la dynamite. Donc, et on est dans le triangle d'or, justement, des coraux, qui s'étend des Philippines, Indonésie, Japon, etc. Un grand triangle qui prend une partie du Pacifique, justement. Et là-bas, ça pêche à la dynamite.
Donc c'est très simple, c'est à l'instant T, c'est génial, c'est hyper efficace. Ils récupèrent énormément de poissons, donc tous les pêcheurs font ça. Sauf que en tuant les poissons, ils tuent également les fonds marins, les récifs coralliens. Et en tuant les coraux, les poissons ne reviennent pas. Il y a à moyen et long terme, c'est exactement, c'est désastreux. Exactement, c'est complètement désastreux. Et lui, il a pour cet objectif de dire autour de cette île-là, on va créer une réserve marine et personne pourra venir pêcher à la dynamite. On va s'associer avec l'État, on va s'associer avec les tribus et on va amener des techniques de pêche un peu plus douces. Voilà, et donc en 2019, Basile nous dit venez. Pardon, mais le un peu plus douce me fait rire par rapport à la dynamite. Oui, un peu plus douce, en même temps, la dynamite, c'était effectivement pas très doux. Exactement, j'avoue que un peu plus doux. Et en 2019, Basile nous dit j'ai trouvé une vague, j'ai trouvé une réserve marine, un projet qu'on pourrait soutenir avec Nomads. Parmi les associations et les projets qu'on souhaitait soutenir, celui-là en a fait partie. Est-ce que ça vous dit, vous nous rejoignez, vous me rejoignez, et puis on va tourner une vidéo de surf assez incroyable et on va montrer l'engagement de Nomads. Donc on est en 2019, c'est le début, c'est que l'année, ça fait même pas un an qu'on existe. Et donc on part à l'aventure avec donc Thomas, Basile et moi-même. On fait venir donc Jérémy, notre agent commercial, et son père. C'était un peu le pitch, c'est-à-dire un jeune homme et son père partent aux Philippines pour s'engager dans une réserve marine et surfer une vague exclusive et incroyable. Voilà. Et on fait venir un ami à nous qui bosse chez Ores en Chine, à Shanghai, qui est une boîte de production, et qui sur son temps libre vient nous filmer tout ça en nous disant fais-nous une vidéo de 5 minutes et on la mettra sur nos réseaux sociaux. Au mieux, on la diffusera dans des festivals. Et en fait, on est parti là-bas. Février 2019, et on n'arrive pas de vague. Donc on est resté une semaine sur place et on a eu 0 vague. Donc assez fou. Mais d'un côté, c'est ce qu'on dit, ça a été pas plus mal parce qu'on s'est énormément engagé avec l'asso local, avec l'américain, qui avait créé son ONG. On a passé beaucoup de temps justement à la construction du camp, à fabriquer des dômes justement artificiels pour planter de l'eau et réélectrifier tout ça afin d'attirer des coraux. On a passé du temps à nettoyer les plages parce que même au fin fond de la mer de Chine, les plages étaient jonchées de plastique. Et Alvin, qui est donc le scénariste, réalisateur, qui nous filme à ce moment-là, fait des interviews et se rend compte qu'il y a un contenu de malade. En 5-6 jours sur place, il a un contenu pour faire un docu de 45 minutes. Ok, pourtant il n'y a pas de vague, il n'y a pas une image de surf. Le but c'était d'aller surfer quand même. Mais le but c'était quand même, on est une marque de surf. Et au final, il nous crée ce docu de 45 minutes qu'on va diffuser l'été suivant en 2019 au Lacano Pro pour la première fois, avec des super retours de tous les gens qui étaient présents. Parce que la finalité du documentaire c'était de dire, aujourd'hui, ok, nous on a voyagé, et on a pris l'avion. Demain, si vous allez faire un surf trip, si vous allez voyager, essayez de voyager différemment. On vous empêchera jamais de voyager, Nomad Surfing. Par contre, vous pouvez voyager de manière intelligente et donner du temps à des assos. Il y a des gens qui se battent sur le terrain. Donc c'était un peu la finalité du docu. Et on l'a diffusé dans pas mal de festivals. On a été récompensé au Portugal. Il est passé à Singapour, en Inde, en Croatie, en Malaisie, et j'en passe. Et puis l'année suivante, non, c'était l'année dernière, on est en 2023, donc en 2022, pardon. Donc pendant 2 ans, on le fait tourner sur des festivals, etc. Donc 2019, 20, 21. Et puis 2022, on a la chance, une boîte de production qui nous dit je veux racheter vos droits. Ok, pas de souci. Donc ils ont l'exclusivité pour le diffuser où ils veulent. Donc il est diffusé au Brésil dans les compagnies aériennes. Trop cool. Et ils nous disent on a l'opportunité de le présenter à Netflix. On doit présenter une 50aine de documentaires. Est-ce que ça vous intéresse ? Allez-y. On l'a tourné en 2019, on est en 2022. Il végète à droite à gauche sur Vimeo. Donc et puis au final, sur la 50aine de documentaires visionnés par Netflix, ils en retiennent, je crois, 4 ou 5. Et on en fait partie. Et donc là, super fiers, ils nous disent on va le diffuser dans 30 pays en Europe, 28 langues différentes. Et aujourd'hui, il est sur Netflix. On n'aura jamais le nombre de vues et le nombre de retombées. Par contre, nous, on se rend compte de l'impact que ça
parce que être sur Netflix aujourd'hui, c'est à la fois un atout pour aller démarcher et montrer l'impact qu'a la marque de surf. Parce qu'au final, il s'appelle Nomad. On porte du nomad surfing pendant tout le docu et on parle de la marque. C'est vraiment, c'est quand même rare pour une petite entreprise de faire sa promotion à travers nos engagements, mais sur Netflix. Et surtout, ça nous a permis aussi d'entrer en contact en direct avec Netflix. Et donc là, petit teaser, mais on est en discussion avec eux pour leur proposer la suite. Donc on va voir, et cette fois produit par Netflix. Donc on ne sait pas si ça va se faire ou pas. En tout cas, on a une belle histoire, une très très belle histoire à raconter. Qui n'a rien à voir avec les Philippines et les coraux, mais plutôt dans le social cette fois-ci. Et donc il nous tarde de voir s'ils acceptent ou pas. Mais en tout cas, on est très fiers d'être sur Netflix aujourd'hui. Yes, très bien. Et donc, pour enchaîner avec ça, 2022 était une année à Syncrop, si je ne m'abuse. Vous avez aussi été Bicorp. Tout à fait. Ouais. Pourquoi cette volonté? Parce que c'est pas évident de passer ça demande beaucoup de papiers, si je ne m'abuse, d'être Bicorp. Et pourquoi et comment tu... Oh tiens, c'est même carrément sur ton ordi. Il y a le sticker. Voilà, pourquoi avoir voulu cette certification et l'expliquer aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas au cas où. Alors Bicorp, qu'est-ce que c'est? C'est un label qui est délivré par un... Alors à l'origine, c'est un label américain qui a été créé. Bilab. Comment? Bilab, c'est ça? Tout à fait, qui a pour but de pousser les entreprises à revoir leur business model et d'aller vers un business model plus vertueux, pas que sur des enjeux environnementaux, mais également sociétaux, sociaux. On parle d'inclusion, on parle de pas mal de choses. Donc c'est un label qui pousse les entreprises à changer de l'intérieur justement l'économie dans laquelle ils avaient l'habitude d'être et de se dire ce qu'on vous propose, c'est de vous questionner et de dire voilà, vous faites ça aujourd'hui, comment vous voulez être demain. C'est pas simplement être Bicorp, c'est, je pense, se remettre en question. Et donc nous, le fait d'être Bicorp, ça a été surtout ça. C'était, même si on n'était pas awardé, ça a été de se mettre la tête dedans. Et donc c'est un questionnaire. Il faut avoir un minimum de 80 points pour avoir le label chaque année, donc avec des audits. De la part de Bilab. Et nous, on s'est mis la tête dedans en se disant, voilà, on veut voir à quel point Nomads, aujourd'hui, dans ce qu'on fait, on peut être Bicorp ou pas. Qu'est-ce qu'on a à changer, bien qu'on ait une petite entreprise. Ça va nous prendre du temps, on le sait, mais c'est important pour nous de nous challenger parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien, il y a des choses qu'on pourrait faire mieux, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et on va essayer. Et en fait, à l'époque, on se dit ça, donc on se met la tête dans le questionnaire. On voit qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui, en tout cas à l'époque, il y en avait 500 en France, je crois qu'il y en a peut-être plus aujourd'hui, qui étaient certifiés Bicorp. Et on se dit, voilà, dans le surf, personne ne l'est. C'est pas forcément être les premiers, mais c'est dire, voilà, nous, on veut pousser aussi l'industrie du surf à faire sa mue, à changer. Si on peut en inspirer d'autres, tant mieux. Et donc, on s'est mis à fond là-dedans. Et ça a été très challengeant, mais aussi pas si compliqué que ça pour une petite structure parce que donc on parle de changement de statut, on parle de plus de dividendes, etc. On parle il y a plein de sujets comme ça qui sont des codes de conduite à mettre en place, des codes fournisseurs, des chartes éthiques à appliquer, connaître beaucoup d'informations sur les fournisseurs. Et nous, en tant que petite marque, ça a été assez simple parce qu'au final, on avait quand même changé les statuts. Pour nous, ça se fait du jour au lendemain. Je ne suis pas Danone, donc voilà. C'est quand même... T'as pas 17 services qui vont mettre leur nez dedans. Tout à fait. J'ai pas de service juridique qui va me dire c'est pas possible. Le service financier, c'est nous qui faisons la compta. Donc voilà, la production également. Et on est en lien direct avec tous nos fournisseurs. On sait d'où vient la matière. Donc en fait, ça a été assez simple d'une certaine façon pour nous de mettre en place ce changement-là. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'être Bicorp, mais c'est que le début parce qu'on s'est rendu compte que dans les questions que soulevait justement le questionnaire, il y avait tout ce qui était inclusion, la place de la femme, qui est hyper importante. Et nous, on s'est rendu compte, on est 3 garçons, 3 amis à la tête de notre entreprise. La place des salariés aussi dans la structure. On a gagné beaucoup de points via la philanthropie, donc le fait qu'on reverse énormément à des associations partenaires. Et en fait, ce qui est intéressant et ce que je pousse souvent à dire auprès des différentes entreprises, c'est même si demain vous n'êtes pas certifié Bicorp,
Mettez le nez dedans, le questionnaire, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, parce que ça va vous challenger sur des process internes et sur peut-être des petites choses que vous pourrez mettre en place et qui auront un impact direct sur peut-être sur vos fournisseurs, sur vos salariés, sur vos clients. Et donc voilà, ça a été, on est très content d'être Bicorp et on continuera en tout cas en ce sens. Et je rajoute également qu'on est labellisé ESS, donc on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on est très fiers aussi de faire partie de ce mouvement-là. Carrément. Tu le vis comment, le fait d'être en un peu moins de 3 ans une marque incontournable en Europe du surf? Comment tu le vis? Parce qu'au final, je dis 3 ans, mais ça fait 5 ans, mais ça fait vraiment 3 ans, tu l'as dit tout à l'heure. Ça semble énorme. Franchement, quand on se regarde et quand on regarde en arrière, on se dit quel chemin parcouru. Franchement, on est hyper fiers du travail accompli et on se dit qu'on n'est encore pas grand-chose en fait. C'est ça qui est impressionnant parce que... mais on est fiers d'avoir apporté cette solution aux surfeurs et de continuer, parce que on va pas s'arrêter là. On se dit qu'il y a encore des très belles choses à faire avec des grands industriels et des grands acteurs de l'industrie. On est en discussion avec des Rip Curl, des Quicksilver, on est déjà chez Oxbow, on est en discussion, on est chez Picture aussi. Donc on se dit il y a encore des très belles choses à faire. Changer ce monde-là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Protéger l'océan, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et le travail accompli et les valeurs qu'on défend, c'est quelque chose dont on est fier. Mais ce dont on est le plus fier, c'est justement ce que les gens nous disent en fait en retour. Il y en a beaucoup qui ne sont pas clients de Nomads, parce qu'ils ne sont pas surfeurs et qu'on est quand même sur un marché de niche ultra saisonnier, mais par contre qui nous disent voilà, continuez votre combat, continuez votre entreprise, parce qu'on a besoin de plus d'entreprises comme la vôtre. Je pense à Zeta qui a fait ça dans les chaussures, à Opal. Il y a tellement de jeunes marques aujourd'hui qui s'engagent, qui essayent de changer leur industrie, qui sont des industries dominées par des majors, par des grands industriels. Et donc, comment ? Industrie polluante aussi, pour le coup. Des industries qui sont hyper polluantes. Et donc, la fierté, c'est ça, c'est de voir, pas que Nomads, mais toutes les autres marques qui nous entourent, qui se battent et qui essayent de faire changer leurs industries. C'est compliqué, c'est pas facile tous les jours, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et on continuera encore longtemps, en tout cas le plus longtemps qu'on peut. Ouais. J'avais vu aussi sur votre site, dans ce que vous vendez des livres. Ouais. Et il y avait notamment celui de Yvan Chouinard. Exactement. De Patagonia. Ouais. C'est une source d'inspiration. Complètement. Ouais, on est en discussion. Alors, le Covid a été un bon moment parce que j'ai contacté à l'époque Ryan Gerhardt, donc, qui est aujourd'hui le CEO monde de Patagonia, qui à l'époque était le CEO Europe. Et il a pris du temps pour me répondre. Je lui ai écrit sur LinkedIn et puis on a fait une visio, on a discuté longuement. Et Patagonia a toujours été, en tout cas pour nous, une source de motivation et d'inspiration dans ce qu'on souhaitait devenir. Donc bien sûr qu'on s'inspire d'eux et on discute avec eux sur des choses. Je prends l'exemple de cet été, on va faire une tournée des plages où on va offrir la réparation des planches de surf à tous les surfeurs. Du 22 au 30 juillet. Comment ? Du 22 au 30 juillet. Exactement, ouais. Et ça, c'est d'inspiration Patagonia qui nous pousse à chaque fois, qui a toujours un temps d'avance sur tout le monde en fait. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Ouais. Et donc on est très fiers en tout cas à notre échelle de suivre leur pas. Carrément. Donc on arrive tranquillement à la fin de cet épisode. J'avais juste quelques personnes en tout cas mentionnées, parce que j'ai vu que ici c'était vos meubles, si je ne m'abuse, sont faits par Gimmick Design, que je reçois très bientôt sur le pompon. Trop cool. Donc ça c'est chouette, parce qu'elle était aux audacieuses de la ruche, et donc voilà, je lui ai remis le prix des jeunes pousses du pompon avec grand plaisir. Génial. Et pourquoi là aussi avoir bossé avec eux, si tu peux nous dire Alors c'est Basile qui a géré, mais en fait ça faisait complètement sens dans on voulait du mobilier durable, responsable. Donc nous on a demandé à fabriquer ce mobilier qu'avec des chutes. Donc c'est que des chutes de bois qui composent tout le mobilier du showroom aujourd'hui. Et surtout ils ont été hyper attentifs et généreux dans ce qu'ils nous ont proposé, et puis travailler en local avec des acteurs et des artisans locaux, ça faisait complètement sens. Donc, très bien. Et je dirais à tout le monde, alors il n'est pas encore sorti, mais ceux qui écoutent cet épisode plus tardivement, qu'au moment où il sort, allez écouter l'épisode avec Nathalie de Gimmick Design pour tout découvrir sur eux. Et aussi, tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes à l'Arche. Là aussi, nous dire peut-être un mot sur le lieu en lui-même. Oui, l'Arche Écosystème, donc pareil, c'est un tiers-lieu qu'on a co-créé avec 5 autres structures, des entreprises et associations de l'économie sociale et solidaire. Donc BC Compost qui fait le compost des restaurateurs
à vélo, Servien Local qui met en relation les maraîchers avec les restaurateurs autour de Bordeaux, les nouveaux potagers qui installent des potagers solidaires en entreprise, ACO qui est un conseil en RSE et Breakout en communication. Et donc on a créé un tiers-lieu dans un espace assez insolite, bord de Garonne, dans une friche industrielle où en gros on partage actuellement donc des moyens mobiliers, donc on a des bureaux et des hangars et l'idée c'est d'organiser une fois par mois une soirée dans ce quartier prioritaire qui est Bacalan où on fait venir un concert, un food truck, on sert des bières et des jus pour passer un moment festif et nous permettre d'améliorer le lieu pour qu'à terme on puisse, ça c'est l'objectif sur l'année à venir en tout cas, recevoir du public du quartier, donc les écoles, les associations, les collèges et faire passer nos messages. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On a co-créé une offre aussi d'ateliers de sensibilisation qu'on vend aujourd'hui à des entreprises mais qu'on aimerait mettre à disposition justement aux gens du quartier. Ça nous tient à cœur et donc c'est un lieu assez insolite que je vous invite à venir découvrir le 20 juillet prochain pour notre prochaine soirée. Alors le 20 juillet, est-ce que l'épisode sera sorti c'est bon, voilà. Ouais. Et sinon ça reprend en septembre. Exactement. Et donc une par mois. Une par mois, généralement le 3e jeudi de chaque mois. Oui. Yes, parfait. Qu'est-ce qui fait que d'après toi ça fonctionne? Parce que tu l'as dit, vous n'avez pas fait de levée de fonds, enfin en tout cas vous êtes en fonds propres. Qu'est-ce qui fait? Et ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je vais te recevoir aussi, c'est de montrer que c'est une boîte engagée qui reverse à des associations, qui aussi elle-même a créé un fonds. Et on pourrait croire et se dire qu'aller dans des secteurs, en tout cas faire attention, être écolo, être engagé, ça ne tient pas la route, mais vous en êtes la preuve que si. Moi j'aime à dire qu'on a été habile en fait. On a été habile dans notre développement, c'est-à-dire que on n'a pas tout misé que sur la marque de surf. On parlait de l'offre de services qu'on a proposée aux entreprises, le côté événementiel. Quand on a une offre assez complète. La marque de surf alimente l'offre de services et l'événementiel. Si on n'a pas la marque de surf, on n'a pas l'événementiel et on n'a pas l'offre de services parce que les gens s'identifient à Nomad Surfing, aux produits et à ce qu'on développe. Et en fait, le fait d'avoir ces 3 piliers-là nous permet aujourd'hui d'être rentable, d'avoir une croissance à 2 chiffres depuis le début de notre existence et de continuer d'exister, et je pense qu'on continuera encore longtemps. Et donc je pense que c'est cette habilité qui nous a amené aujourd'hui et qui nous amène encore à exister. Je pense et pour être transparent, si on n'avait que la marque de surf actuellement, ça serait compliqué parce que vendre que des accessoires de surf dans le contexte économique qu'on connaît, c'est quelque chose qui ne serait pas possible en tout cas. Mais l'habilité qu'on a à avoir su embrayer sur 3 piliers et 3 activités bien distinctes mais de manière hyper transparente, que les gens comprennent et de façon cohérente, avec toujours le même message. On parle de l'océan, que ce soit les Ocean Days, que ce soit nos sensibilisations, que ce soit nos produits, a fait qu'aujourd'hui on peut être une marque engagée, éco-responsable et exister dans le paysage surf en tout cas et industriel français. Et rentable. Et rentable, exactement, tout à fait. C'est chaque élément, les 3 se nourrissent aussi et se renvoient la balle, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Mais en fait, quand on y repense, ils se renvoient la planche plutôt. Je pensais au Tour de France là, parce que j'ai vu ça l'autre jour, mais je pensais à Orange. Mais en fait, Orange qui est au final une marque, et on prend tous ces grands groupes qui ont plein de filiales de tout, mais il y a Orange Event qui crée des événements, alors qu'à l'origine Orange est une marque de télécom. Donc en fait, je pense que nous on l'a fait peut-être assez tôt parce qu'on avait aussi ce besoin de vite dégager de l'argent aussi et en vivre, mais en fait ça vient alimenter la marque de surf, et à l'inverse la marque de surf alimente aussi l'événementiel et le service, donc c'est cette habilité là et notre transparence qui fait qu'on existe, et j'espère on continuera d'exister longtemps. J'espère aussi. J'arrive sur mes 2 questions de fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui parfois ont une petite voix qui leur parle et qui leur dit vas-y, lance-toi dans un projet quel qu'il soit. Je le dis souvent, les personnes que je reçois sur le pompon, je les appelle les entreprenantes, les entreprenants, et non pas que des entrepreneurs, parce que je reçois des sportifs, des artistes, etc. Et courir, entreprendre, enfin c'est faire un marathon, c'est entreprendre aussi. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour qu'ils passent à l'action? Déjà qu'ils viennent prendre un café, ça serait déjà nous on est ouverts, on ouvre nos portes et on en a plein qui viennent comme ça, qui se posent plein de questions, qui nous écrivent sur LinkedIn et qui nous disent voilà, je sais pas où j'en suis de ma vie, je suis dans un grand groupe ou
où je suis au chômage, où je sors d'études. Est-ce qu'on peut prendre une demi-heure ou manger ensemble et qu'on discute? Ça, c'est la première des choses. Moi, notre porte, en tout cas, est toujours grande ouverte. Donc, si on peut échanger, nous, sur notre expérience, ça sera avec grand plaisir. Mais c'est surtout le message assez classique, mais justement, faut pas hésiter. Faut pas avoir peur de... Moi, j'aime... c'est le fait d'avoir bossé peut-être pour des Américains, mais en France, on dit souvent tu prends un risque, tu vois. Et moi, j'aime bien le côté take a chance, le côté hyper positif de aller de l'avant et pas avoir peur de l'échec, mais justement avoir envie de réussir et d'aller vers le succès. Et je sais pas si c'est un atout ou pas, mais j'ai cette philosophie américaine qui est toujours hyper optimiste et avec cette idée qu'on peut réussir et qu'on est les meilleurs et qu'on va y arriver. Ouais. Et donc c'est ça que j'aime à partager, c'est n'ayez pas peur de tomber. De toute façon, vous allez vous relever et il y aura toujours des très belles choses à venir et des nouvelles portes qui s'ouvriront. Ouais. Complètement. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Aujourd'hui? Ouais. Oh là, tout. C'est-à-dire que, non, mais l'avantage chez Nomad, c'est que une semaine, on est organisé les Ocean Days. La fois suivante, une tournée des plages avec mes associés, mes salariés. Non, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est honnêtement, c'est la richesse qu'on crée pour nos salariés, pour les gens qui nous suivent, pour nos clients. Ça, c'est une fierté. C'est de continuer à toucher le plus grand nombre et à faire passer ce message, en fait. Je pense que c'est surtout ça, c'est dire... on arrive aujourd'hui avec Nomads, en toute modestie et avec notre jeune communauté, à faire passer un message. Et si ce message peut se répandre encore plus, bah alors on sera encore d'autant plus satisfait. Ouais. Eh ben, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Ouais, c'était super. Bah, merci. Et à très bientôt. J'invite tout le monde donc à venir ici au showroom, évidemment, rue Achard, on l'a dit. 172 182. 182. J'avais le 2, j'avais le 100. 182 rue Achard. Et évidemment, via le site internet et toutes les manifestations que vous pouvez faire tout au long de l'année. Exactement. Merci Théo. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis hyper content d'avoir reçu Nicolas pour parler de son parcours et de l'entreprise. Une belle preuve que l'on peut créer une boîte responsable, engagée et qui gagne de l'argent. Je vous invite, si vous en avez besoin, et uniquement si vous en avez besoin, à passer au showroom ou sur le site pour vos prochains achats de surf ou les rejoindre sur un événement. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, profitez bien de la vie, allez surfer et prenez soin de vous. À très vite.